respiration paradoxale ici. Il va lutter contre le... Donc, au contraire, il va faire plus d'efforts respiratoires au cours de la démonstration. Donc, lorsque le sens est très sévère, le malade va faire des événements centraux à cause de la sévérité du sens. C'est comme si le centre respiratoire, il en a marre. Tellement il va faire des événements obstructifs, le centre respiratoire, donc il donne de l'ordre d'arrêter la respiration de manière intermittente. C'est comme une sorte de repos compensateur. C'est ce qui, généralement, ce qu'on constate dans l'entourage. C'est repos compensateur, puisque là, vraiment, l'apnée obstructive. Il y a d'autres signes suggestifs un peu, c'est les réveils. Donc, les réveils fréquents. C'est des malades qui vont se réveiller. Ces réveils sont particuliers. Des réveils agités, donc il va frapper de coups, il va se réveiller d'une manière qui va attirer la personne qui est à côté. Des réveils étouffés, ce qu'on a dit tout à l'heure, on va pas l'appeler. Des réveils pour nicturie, c'est des gens qui vont aller la nuit fréquemment, et donc on risque de mettre sur le compte pour un sujet âgé, sur la prostate, qu'on risque de mettre sur le compte du diabète pour le diabétique, et donc c'est de la nicturie qui n'est pas expliquée par ces éléments-là. Donc c'est des symptômes nocturnes mais non spécifiques, et ils peuvent être trompeurs pour les... Un réveil agité comme ça, il peut être pris par leur neurologue pour des crises épileptiques. On a des malades qui ont été traités pour crises épileptiques et ont été mis sous traitement antiépileptique. Pourquoi? Parce que leur patient leur a raconté, parce que généralement les neurologues, lorsqu'ils vont démarrer le traitement antiépileptique, ils n'assistent pas là. Il va se baser sur la description de la crise. Donc lorsqu'il va lui dire je veux que je frappe avec ma main et je trouve que j'ai uriné, est-ce une crise tonicoclonique? Il va démarrer le traitement. Alors que c'est des patients qui avaient le syndrome d'apnée obstructive. On peut avoir uniquement un sommeil agité, quelqu'un qui bouge fréquemment dans la nuit. Généralement, c'est à cause de l'effort respiratoire. Il fait de l'effort respiratoire à cause de ça. Et sueurs nocturnes, donc c'est des patients qui peuvent même au cours de l'hiver faire des sueurs. L'effort, parce qu'ils font un grand effort respiratoire. Et comme l'effort est localisé en grande partie ici, vous avez des sueurs qui prédominent généralement dans la région cervicale de ces patients-là. Donc c'est à cause de l'effort respiratoire. La même chose, les sueurs, c'est pas spécifique, on peut les mettre sur le compte de beaucoup de choses. Et puis la journée, comme on a dit, la fragmentation du sommeil va entraîner la somnolence diurne excessive, et donc vous avez ici les signes de la somnolence, donc bailler, lourdeur des paupières, se frotter les paupières. Je pense que vous avez expérimenté ça une fois ou deux, on voit ces éléments-là. Si vous, en conduisant parfois, si vous êtes après un report copieux parfois, vous pouvez avoir ça. Vous allez vous retrouver en train de faire comme ça de faire comme ça, se réveiller. Et ça, c'est des symptômes qu'on risque de mettre sur le compte beaucoup de choses, comme on a dit maintenant, sur la fatigue, etc. Et donc, quand est-ce qu'il sera très symptomatique, très suggestif? Parce que c'est très important. Il va se répartir sur la journée, le matin, l'après-midi, le soir, lorsqu'il va retentir sur l'activité professionnelle. Donc, quelqu'un qui travaille dans le bureau, son travail c'est l'ordinateur. Et une fois qu'il commence l'ordinateur, donc j'avais un juge qui est venu chez moi. Donc lorsqu'il n'est pas le président de la cour, lorsqu'il doit être le président de la cour, il est animé, il est en
train de... Mais lorsqu'il est à côté du président de la cour, il dort. Ce juge-là, il est devenu déprimé. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que tu veux lire? Ce monsieur-là, il avait une syndrome d'apnée, très sévère, tellement sévère qu'il dormait assis. Ces patients qui ont des sens très sévères, ils développent parfois des positions de défense. C'est-à-dire lorsque se met sur le dos, on va faire des apnées très sévères. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Pour réduire un peu les apnées, il commence à dormir un peu orthopnique, avec un semi-assis. Donc, pour évaluer la somnolence, on utilise ce qu'on appelle le score d'Epworth. Je ne vais pas trop tarder. Vous avez des items dans ce score d'Epworth. Donc là, c'est la version qu'on utilise traduite en dialecte arabe. Et donc, lorsqu'on fait ce score-là, on va évaluer la sévérité. On va dire qu'il est sévère si le score d'Epworth est supérieur à combien? Ou égal à 16 ou supérieur à 15, d'accord? Donc supérieur à 15, on va dire qu'il a une somnolence diurne excessive qui est sévère. Mais ce score d'Epworth, il a quand même certaines limites parce qu'il y a des items qui posent problème dans lesquels il y a la voiture, il y a les personnes ne conduisent pas obligatoirement. Et donc c'est pourquoi il faut le prendre avec précaution. Si la somnolence est évidente, elle est évidente. Hein. Donc il faut tenir compte du retentissement socio-professionnel du patient. Ça, c'est un élément très important dans le sommeil. Donc la journée, il n'y a pas que la somnolence diurne excessive. Vous avez le sommeil non réparateur. Vous avez les céphalées matinales. Il y a des patients qui consultent pour les céphalées. Donc les céphalées la fatigue chronique non expliquée, l'irritabilité, troubles de concentration, troubles de mémoire. La plupart des symptômes ne sont pas spécifiques. Donc c'est pourquoi il faut associer les symptômes pour pouvoir établir une carte qui va vous faire évoquer le syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Les sommeils non réparateurs et les céphalies matinales, c'est plus spécifique un peu. Si on les ajoute à la somnolence diurne excessive, c'est plus spécifique que si on trouve, comme la fatigue chronique, généralement on va la mettre sur le compte de vitamine D, vitamine magnésium. On va la mettre sur quelque chose, tout ça. Ou là on va dire que c'est le travail, on va dire. La concentration de mémoire, on va dire Allah, donc c'est un élément difficile à mettre sur le compte de sens de manière isolée. Ou bien on va penser au sens lorsqu'on a des comorbidités. Et là, vous donne des chiffres qui sont très alarmants, même si des chiffres anciens. Lorsqu'on a pris des populations d'hypertendues, et l'hypertendue, on a trouvé 35% de sens. Alors que dans la population générale, entre 4 et 10% en fonction des études. Mais si on prend une hypertension artérielle résistante, ça peut aller jusqu'à 80% de sens. C'est pourquoi il faut dépister le sens lorsque vous avez une HTA qui est réfractaire au traitement. Si on prend pour les diabétiques 35%, si on prend les obèses morbides, c'est 77%. Et donc là, c'est des populations chez qui on va dépister le syndrome d'apnée obstructive, même si le malade n'est pas symptomatique. Même s'il n'a pas de symptômes. Il y a d'autres circonstances pour le cardiologue concernant les caractéristiques de l'HTA. Si vous avez une HTA qui est diastolique, c'est des patients qui vont avoir uniquement la diastolique qui augmente. Donc. Et ça, c'est des patients très particuliers. Donc il faut demander, quelle question on va demander au patient? C'est là, est-ce qu'il ronfle? Est-ce qu'il fait des pauses de sport? Parce que c'est les signes les plus
plus ou moins spécifique, si on peut dire le sens. L'acheter à résistance, l'acheter à nocturne, ça on peut le savoir. Donc c'est des patients qui vont être non hyper, et donc il faut l'enregistrement dans le cas personnel pour qu'on puisse le savoir. Les insuffisances cardiaques, ce n'est pas uniquement pour le sens, mais aussi pour pas uniquement pour le haut, mais aussi pour le C, le syndrome d'apnée centrale. Et puis les troubles de rythme nocturnes, c'est des patients parfois qui font que, parce qu'on fait de l'anti-ECG, ils ne font que la nuit des troubles de rythme. Soit des troubles de fibrillation, soit des troubles de conduction. Donc, on a des patients comme ça. Il faut que les extra-assistants la nuit. Ça y est, lorsqu'on a commencé la PPC, ça a diminué. Ça veut dire que le sens, il était là pour eux. Il y a des choses qui. C'est des patients comme avec les endocrinologues, vous aurez des diabétiques, toujours, avec des maladies livrées, les syndromes métaboliques, les obésités morbides. Et puis des patients qui font des AVC récurrents, il faut chercher le sens. Des patients qui font des agitations nocturnes inexpliquées, ou des patients qui ont de l'hypersomnie inexpliquée. Chez les patients ORL, pour l'ORL, on ne va pas consulter pour le renflement chez un cardiologue, on ne va pas consulter pour le renflement chez un pneumologue. Pour le renflement, généralement, on va aller chez l'ORL. Et donc l'ORL doit penser au sens, mais il ne doit pas le minimiser, parce que parfois les ORL vont aller à la chirurgie directement du renflement, et il oublie que même s'ils veulent traiter le renflement, ils ne vont pas traiter le sens. Dans les recommandations, on leur demande de faire obligatoirement un enregistrement s'ils veulent faire une chirurgie du renflement. On n'a pas le droit de faire une chirurgie de renflement sans enregistrement de sommeil. Puis les amygdales, parce que la chirurgie de renflement ne traite pas le sens. Si on trouve un sens, il faut traiter spécifiquement le sens. Même s'il a de grosses amygdales, même si... Là, la chirurgie de renflement de l'adulte. Une grosse amygdale, c'est pour le renflement de l'enfant. Pour l'adulte, c'est plutôt la luette, c'est les IPP, il va faire un nettoyage de ce qui est parti mal, enlever les luettes, les palembon, la végétation, les bronchas qu'on met chez Pira. Mais ça n'enlève pas le sens. Le sens, ça se passe ici. Donc ça ne va pas traiter ça. Il peut réduire un peu le renflement, et même il y a des gens qui font ça, et avec les études, même le renflement persiste. Parce que le renflement ici, comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'est pas en haut, il est en bas. Et donc il ne va pas traiter même le renflement parfois. Et donc ce qu'il fait, c'est une chirurgie, il se retrouve avec tout ça nettoyé, et il a toujours le renflement, et tu vas refaire l'enregistrement. Donc c'est pourquoi il faut obligatoirement enregistrer ces patients. On ne va pas tarder ici. Et donc on a le syndrome d'apnée. Tout ce qu'on a vu ça, c'est les circonstances diagnostiques pour le syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Maintenant, pour vous, vous êtes plus concerné par le syndrome d'apnée centrale et combiné. Et donc lorsque vous avez une insuffisance cardiaque gauche, surtout s'il est non contrôlé, il faut chercher le syndrome d'apnée du sommeil, aussi bien obstructif que central que combiné. Donc, votre objectif, ce n'est pas uniquement l'obstructif, c'est aussi le syndrome d'apnée centrale, le syndrome d'apnée combiné. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, le syndrome d'apnée centrale, on peut l'avoir aussi lorsqu'on a un sens qui est très sévère. Quelqu'un qui a un sens très sévère, il peut faire deux. Mais là, déjà, on aurait diagnostiqué le patient et on aurait vu qu'il y a des apnées centrales. Et puis les malades neurologiques, soit les AVC, soit les malades neuromusculaires, il faut penser au syndrome d'apnée centrale chez ces patients. Ce branchement, il correspond à une polygraphie ventilatoire, à une polysomnographie, à une polygraphie augmentée. Polygraphie ventilatoire, polysomnographie, polygraphie
polysomnant parce que vous avez des électrodes au niveau du cerveau, au niveau du menton, au niveau oculaire ici. Vous avez l'EEG, l'EMG, vous avez l'EOG, c'est-à-dire l'électro-oculogramme. C'est les trois éléments qui sont nécessaires pour enregistrer le sommeil. La polygraphie ne contient pas ça. La polygraphie, il contient le flux nasal, il contient le microphone, il contient le sangle thoracique et abdominal. La polygraphie augmentée, c'est autre chose, c'est des nouveaux appareils de polygraphie ventilatoire, mais qui associent d'autres trucs qui permettent d'évaluer les événements. Par exemple, ce qu'on appelle le JAWAC, on va évaluer l'effort respiratoire par. Je vous ai dit tout à l'heure que le patient il va faire l'effort respiratoire en faisant comme ça. On va évaluer ces oscillations mandibulaires en utilisant un détecteur ici. Et on va dire, en fonction de ça, il fait beaucoup d'efforts respiratoires, donc c'est obstructif. Ça, donc on va ajouter de petites choses comme ça qui vont aider à caractériser le syndrome d'apnée du sommeil. Et donc lorsque vous allez demander, il faut savoir, est-ce que vous allez demander une polygraphie ventilatoire ou une polysomnographie. Le coût n'est pas le même. Et donc la polysomnographie, elle peut se faire en hospitalier, comme il peut se faire en ambulatoire. Ce qui se fait en hospitalier, c'est en live. C'est-à-dire qu'on voit directement le patient, qu'est-ce qu'il fait. On voit directement le tracé. En ambulatoire, non. On enregistre le patient chez lui ou avec l'appareil, et c'est comme l'hôtel fonctionnaire, et on reprend les données et on les liste dans un logiciel. Donc ici, c'est une polysomnographie. La polysomnographie, c'est la polygraphie plus le sommeil. Et la polygraphie, qu'est-ce qu'elle contient? Le flux nasal, voilà les canines qui vont détecter le flux nasal. Le renflement, pour le renflement, on a besoin d'un microphone, voilà un microphone. Pour la saturation, voilà un saturomètre. Et pour les efforts respiratoires, pour voir savoir est-ce que le malade continue à bouger, parce que dans l'obstructif, il va continuer à bouger. Dans le central, il ne va pas bouger. Et donc, on a besoin de l'effort respiratoire. Et vous avez ici un petit élément qui va nous donner la position du patient. Est-ce qu'il est en décubitus dorsal? Voilà ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le JAWAC, regarde ici, qu'est-ce qu'il a ici? Un émetteur et un récepteur qui va mesurer ces oscillations. Donc celui-là, il a la polygraphie plus. C'est ce qu'on va appeler la polygraphie augmentée. Et là, on ne va pas le demander comme ça. Donc les choses courantes qu'on demande, c'est la polygraphie ventilatoire ou la polysomnographie. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va demander l'examen, et l'examen, soit que vous allez, c'est vous qui vous occupez de branchement et tout ça, et c'est rare, surtout les cardiologues. Et donc, généralement, on va envoyer soit un centre hospitalier, nous, donc, on va faire, nous, de la polysomnographie hospitalière, ou bien, sinon, on va faire un enregistrement par un prestataire. Donc, il va soit aller chez le patient pour le brancher, et on va récupérer le tracé du sommeil. Le tracé du sommeil, et dans les recommandations, pour faire interpréter le sommeil, on doit faire ce qu'on appelle un scoring des données. Le scoring des données, ça veut dire scorer le sommeil, on doit savoir est-ce que le patient a dormi, et quel stade il a fait de sommeil. Le sommeil, il y a plusieurs stades. Et on va savoir aussi, est-ce qu'il a fait ses micro-éveils. Vous vous rappelez des micro-éveils qu'on a dit? Donc, et tout ça a besoin d'un scoring manuel. L'appareil va faire un scoring. Et c'est dans les recommandations, il est interdit de se baser sur un scoring manuel automatique pour prendre des décisions. Il faut, jusqu'à maintenant, on n'a pas un algorithme ou un appareil ou un logiciel qui permet de ne pas se tromper
dans l'interprétation de... Et donc, il est obligatoire de scorer manuellement le sommeil, savoir est-ce qu'il est endormi, et scorer la respiration, les types d'événements, apnée, hypopnée, et cette apnée, est-ce que obstructive n'est pas obstructive? Quelles sont les indications de la polygraphie et de la polysomnographie? Comment on peut choisir entre les deux? Normalement, le gold standard, c'est quoi? C'est la polysomnographie. Ensuite, tu dois demander la polysomnographie. Ça doit être à premier lieu. Maintenant, la polysomnographie, il est plus cher que la polygraphie. Et c'est plus lourd. Deuxième chose, il y a des gens qui n'acceptent pas de mettre tout ça dans les électrodes ici. Troisième chose, il nécessite une compétence technique et une compétence d'interprétation. Si vous avez plus de compétences dans la polysomnographie, pour scorer le sommeil, il faut faire des vues, lire beaucoup de tracés pour pouvoir interpréter. Et on n'a pas le droit de se baser sur les résultats automatiques. Donc ça demande beaucoup de choses. Maintenant, si vous n'arrivez pas à faire la polysomnographie, vous allez demander la polygraphie, mais avec des risques d'erreur. Dans les risques d'erreur, quoi? Vous n'avez pas de sommeil. Et donc on va évaluer des choses, et on ne sait pas lorsqu'on va trouver quelque chose, est-ce qu'il l'a fait endormi ou éveillé? On ne sait pas. Et donc vous risquez de faire quoi? Vous risquez de sous-estimer le diagnostic. Soit de sous-estimer le diagnostic, soit de sous-estimer la sévérité du diagnostic. Généralement, quand on a une forte suspicion de salmonelle, c'est-à-dire le patient il a plusieurs critères, c'est plutôt faire une polygraphie, on est plus, mais si on a une faible suspicion, il faut demander peut-être plus. Oui. Si vous avez les moyens, demandez la polysomnographie. Oui, ça c'est sûr. Pas de discussion. Si vous avez, vous avez les moyens, vous n'avez pas les moyens, vous allez avoir le choix. Vous allez dire, est-ce que je fais ça, est-ce que je ne fais pas ça? Si vous avez la polygraphie disponible, oui, mais il faut s'entourer des précautions. C'est comme précaution. Ce malade-là, est-ce qu'il vous arrivez à cerner sa durée de sommeil? Il est capable de vous dire, Il a un journal de sommeil, il va vous dire, moi je dors à 8 heures, 20 heures, et je me réveille à 7 heures du matin. Et il est capable de vous dire combien il s'est réveillé 2 fois. Et il a un sommeil qui est stable dans le temps. D'accord? Lorsque vous faites la polygraphie, vous avez la même durée d'enregistrement. Vous avez 7 heures, par exemple, vous allez la programmer sur 7 heures d'enregistrement. 7 heures d'enregistrement, et lorsque vous allez trouver des événements, vous allez trouver 100 événements par exemple, le logiciel, qu'est-ce qu'il va faire? Il va diviser sur la durée d'enregistrement. Vous avez besoin de diviser sur la durée du sommeil. Et donc, vous devrez être capable de corriger. Parce que si vous divisez sur 7, c'est pas la même chose que j'étais sur 3. Et donc, c'est très important de... Et donc, ça, c'est le problème essentiel. C'est pas de son. Deuxième chose, pas de micro-évé. Parce que pour scorer les événements, on va les scorer soit parce qu'ils entraînent des saturations, soit parce qu'ils entraînent des micro-évé. Et donc, tout ce qui est événement avec micro-évé, on ne va pas le voir. On ne pourra pas le scorer. Et donc, vous avez un risque de sous-diagnostic et de sous-évaluation de la sévérité. Et donc, le point de départ, c'est la polysomnographie. S'il est disponible, faites la polysomnographie. D'accord? Si vous n'avez pas, vous faites la polygraphie, mais en s'entourant de ces précautions. Quelle est la contre-indication de la polysomnographie? Il n'y a pas de contre-indication. C'est des câbles, des électrodes à brancher, c'est des... Pas de vieux coup, ça existe quand même. Oui? Pas de vieux coup, ça peut tomber en terre. La polysomnographie. Ah, moi, normalement, pour les somnographies, c'est entre 2500 et 2800. Voilà. 2500 et 2800. Polygraphie entre 1500 et 1800. Hein? Entre 1500 et 1800. Polysomno, de 1500 et 2800. Et c'est remboursable, les deux par la mutuelle.
Hein. Sur le marché, on peut s'y permettre. Eh ben, le problème, c'est que ça c'est valable lorsque vous avez quelqu'un qui est très obèse, par exemple, très obèse, qui est très symptomatique. Vous pouvez espérer que tous les événements soient désaturants. Et donc, l'oxymétrie pourrait suffire, c'est possible. Mais elle va vous aider, elle va vous orienter. Mais est-ce que vous allez prendre une décision? Oui, mais venez, vous êtes obligé. On va compléter à ce moment-là. Si vous ne trouvez pas, vous allez encore compléter. Donc c'est votre suspicion clinique qui compte. Si vous avez la suspicion clinique, allez directement vers l'enregistrement. Est-ce qu'il y a des cas où on peut avoir par exemple 5 heures par semaine, une oxymétrie qui est normale? Oui, oui, c'est le micro. C'est pourquoi je l'ai dit ici. Dans quel pourcentage? Par exemple, c'est fréquent. C'est fréquent. C'est fréquent. C'est fréquent les syndromes d'apnée oxygénée avec des micro-éveils. C'est pourquoi ça pose problème la polygraphie. Les micro-éveils sont fréquents. Mais soit que vous avez dans le sens diagnostic, soit dans le sens de sévérité. Par exemple, vous avez posé le diagnostic de SARS, oui. Mais si vous avez les micro-éveils, vous aurez une sévérité plus importante. Et la sévérité compte sur la décision thérapeutique. Donc, si vous avez une suspicion clinique, les indications cliniques qu'on a vues, il faut enregistrer. Ça ne sert à rien de faire. L'oxymétrie est très intéressante lorsque vous voulez faire le suivi. Après. Dans le suivi, oui, ça peut avoir un rôle. Dans la titration, ce qu'on appelle la titration. Dans le suivi, oui, ça peut avoir un rôle. Par exemple, vous avez trouvé un sens qui est très désaturant. C'est-à-dire très désaturant, tous les éléments désaturants. Donc, lorsque je vais demander l'appareil, je vais lui demander de démarrer le traitement. Au lieu de faire la polygraphie, puisque c'est. On peut se baser juste sur la. On peut utiliser le saturation. Et donc là, ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc on va scorer là. Sommet. Voilà un type de tracé. Lorsqu'on va scorer le sommet, on répartit le patient, l'enregistrement en époque. On va diviser c'est le logiciel qui le fait. La répartition en époque de 30 secondes. Donc chaque 30 secondes, on va dire, ce malade-là, est-ce qu'il dort? Est-ce qu'il ne dort pas? Est-ce qu'il dort? Est-ce qu'il ne dort? Et s'il dort, est-ce qu'il dort en sommeil léger, L1, L2, L3, RN? Ça ressemble à un groupe de 2G. Oui, c'est de 2G. C'est 2G. Ça, c'est 2G. Tout ce que vous voyez ici, c'est 2G. Ce que vous voyez ici, c'est l'électro-oculogramme. C'est les mouvements oculaires. Ce que vous voyez ici, c'est l'ENG. Ces trois éléments vont guider l'EMG et l'EOG vont surtout nous permettre de savoir est-ce que le malade fait le sommeil paradoxal ou il ne fait pas son paradoxal. Le sommeil paradoxal, c'est-à-dire le REM, Rapid Eye Movement. Est-ce qu'il fait du REM ou il ne fait pas du REM? Pourquoi? Parce qu'on fait plus d'événements en REM. On va faire plus d'événements obstructifs en REM. Et donc c'est important qu'on sache le malade, est-ce qu'il a dormi cette nuit en REM? Parce que supposons qu'il n'a pas dormi en REM cette nuit. Vous allez sous-évaluer le diagnostic. Vous allez sous-évaluer la sévérité. Donc c'est très important de scorer. Par exemple, ici, ce malade-là, il est en stade L3. Vous avez des ondes lentes, très larges, ce qu'on appelle les ondes delta. Donc il est en sommeil lent profond. C'est le sommeil où on fait moins d'événements. C'est le sommeil. Bon, si vous avez comme ça, on va faire moins d'événements que les autres stades. Et donc, on va scorer les réveils, on va scorer la respiration. Quel est le capteur qui va servir ça? C'est la canule nasale qu'on a vu tout à l'heure. La canule nasale, elle va vous donner les mouvements respiratoires, les variations du flux respiratoire. Alors, regardez ici, il respire, et puis qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrête. Donc, il s'arrête plus de 10 secondes. Puis il reprend. Et il s'arrête, il reprend. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait 2 apnées ici. Apnée, c'est quoi apnée? C'est la chute de plus de 90%. Et qu'est-ce qu'il a entraîné cette apnée? Ici, c'est les micro-EV qu'on a scorés dans le sommeil. Donc
lorsqu'il a fait l'apnée, il a fait un micro élevé. Lorsqu'il a fait l'apnée, il a fait un micro élevé. Toujours à la fin. Le micro élevé, ou la désaturation, va finaliser l'événement. C'est la conséquence de l'événement. Ici, qu'est-ce qu'il a fait? Il respire, mais est-ce qu'il a fait l'apnée? Il a fait une hypopnée. Donc une chute d'au moins 30% par rapport à ça. Qu'est-ce qu'il a entraîné cette chute? Il a entraîné un micro élevé, et qu'est-ce qu'il a entraîné en plus ici? Une désaturation relative. Il a repris la saturation, il s'est réendormi, et dès qu'il s'est réendormi, il a refait hypopnée. Il a encore refait, et il va faire comme ça. Donc, celui-là, est-ce qu'il a fait une chute de l'amplitude? Il n'y a pas de chute de l'amplitude. Mais regardez le flux normal, comment il est pointu. Ce flux-là, il n'est plus pointu. Il est en plateau. Il est en plateau. Ce plateau-là, ça témoigne qu'il y a un obstacle. Ce n'est pas une réduction totale. C'est une réduction. القجة كاملة القجة المخففة هذه هي بوبني ولا بني ولكن تخيل شي واحد ما قاجك 100% ما قاجك نهائيا خلاك غير ها ولكن طويلة تقدر تقول هذه صعبة من هذيك الأخرى اللي فيها l'arrêt puis la reprise. Il y en a qui disent l'arrêt, il reprend. Là, il ne reprend pas. Peut-être واحد 30 secondes, il va reprendre la respiration. Et donc ça peut être plus difficile. C'est ce qu'on appelle les limitations de débit. Vous avez des plateaux inspiratoires, ce qu'on appelle aussi en anglais RERA. D'accord? C'est des réveils, c'est arousal. Arousal, c'est le micro-éveil. C'est les micro-éveils liés à des problèmes de résistance respiratoire. هادو تما كنقدروا نحسبوهم بحال ليزيبوبني. إذا هادو غيعطيونا ce qu'on appelle apnée hypopnée. C'est pourquoi on dit index d'apnée hypopnée. ولكن زدنا عليه R comme سميناهم. Pour les scorer, on a besoin des micro-éveils. Donc la polygraphie ne permet pas de mesurer ça parce que vous n'avez pas les micro-éveils. Donc elle va sous-estimer ces erreurs-là. Et donc vous aurez quoi? Vous aurez dans le syndrome d'apnée du sommeil, syndrome, oui, clinique et position graphique. A, c'est quoi A? C'est les apnées, plus les hypopnées, plus les RERA. Et S, c'est le temps total du sommeil. C'est-à-dire qu'on va diviser le nombre d'événements sur le temps total du sommeil, pas le temps total de l'enregistrement.